Bonjour à tous, bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. On est ravis de vous retrouver. C'est parti pour un nouveau numéro du Nouvel Immédiat. Avec au programme, Jean-Yves, la météo de l'info qui est grise. Oui. Un temps bof, on va dire. Alors, pour l'image du jour, bien sûr, on reviendra sur l'allocution d'Emmanuel Macron, les concerts de casseroles qui ont eu lieu en même temps et le moment également où le président de la République a poussé la chansonnette. Tout un programme, vous allez le voir. Et puis, notre dossier du jour, lui, sera consacré à votre Playboy Girl préférée, j'ai nommé Marlène Schiappa, bien évidemment, qui est liée à un scandale qui frappe le gouvernement, là encore. On en parle juste après, sans oublier bien sûr à la fin de cette édition, le portrait piquant qui va concerner cette fois-ci Benjamin Duhamel, réalisé par Logim. Benjamin Duhamel, mais aussi s'aligner parce que vous allez le voir, il faut s'accrocher, c'est un sacré jeu dès cette famille. Alors, n'oubliez pas, si le programme vous plaît, de cliquer sur le pouce en l'air, de laisser un commentaire juste en bas de cette vidéo. Et puis, vous pouvez également la partager immédiat. C'est parti. Il fait gris. En mai 1968, il était interdit d'interdire. En avril 2003, il est interdit de débattre. Pour son 50e anniversaire, Libération, le quotidien libertaire, chéri des milliardaires, multiplie les fatwas. Première victime, David Lépée, un essayiste nouvelle droite, issu de la gauche soralienne, invité à débattre avec le Rassemblement national du wokisme. Pas de sa fillette, à Libération, des antifas de carnaval s'érigent en DRH, directeur des ressources humaines, excusez du peu, du Rassemblement national. Pas question de laisser Bardella débattre avec un homme diabolisé par Libération. Deuxième fatwa, cette fois contre Hugo Clément, le journaliste militant vegan, coupable d'avoir accepté de débattre, toujours avec Bardella, et d'écologie qui plus est, dans l'hebdomadaire SIC d'extrême droite, Valeurs actuelles, de surcroît. Hugo Clément est sport. Il assume, il fait face, il justifie de débattre avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est d'ailleurs le principe du débat. Lundi, nouvelle alerte pour les néo-bigots de Libé. Emmanuel Macron est surpris en train de chanter dans une rue parisienne avec les animateurs de l'application Canto, un recueil numérique de chants traditionnels, mais dont, horreur, nous dit Libé, des gens d'extrême droite seraient à l'origine. Alors, qu'est-ce qu'un journaliste de Libé ? Eh bien, c'est simple, un censeur antifa subventionné. Jean-Yves, on poursuit avec l'image de la semaine. On va dire que c'est un véritable concerto d'Emmanuel Macron. On va revenir un peu sur cette allocution, alors qui était très attendue, mais sans aucune annonce, bien évidemment. Mais ça aussi, c'était attendu. Ça a duré 13 minutes en tout, lundi soir dernier, mais avec un programme copieux, une sorte de feuille de route jusqu'au 14 juillet, qui a été annoncé par le président Macron avec les fameux 100 jours. Il y a un truc avec les chiffres ronds chez Emmanuel Macron. Alors, il y avait environ 15 millions de téléspectateurs qui étaient devant leur télé pour regarder cette allocution, mais ils étaient si attentifs et si ouverts à ce discours, ces téléspectateurs, qu'ils ont plutôt préféré regarder les deux petits tableaux qui étaient sur le bureau d'Emmanuel Macron. Tant et si bien que France Info a fait quasiment une séance de fact-checking, parce qu'ils ont dit que les cadres du bureau du chef d'État qui avaient attiré l'attention des téléspectateurs étaient donc en fait des images du mariage d'Emmanuel Macron et de Brigitte, et puis également un tableau qui lui avait été offert
par Jacques Chirac, qui représente donc Charles de Gaulle. Voilà, alors ça fait plusieurs fois qu'on vous agite le chiffre de 15 millions de spectateurs devant les yeux. Chers spectateurs, vous qui nous regardez ici à Immédiat, et Jean-Yves, vous allez nous faire un petit éclairage sur ces chiffres, il faut les remettre dans un contexte. Alors, 15 millions, en l'occurrence, ça représente 70% des gens qui sont devant leur téléviseur à cet instant-là. Donc c'est relativement important. Et en même temps, vous voyez que c'est macronien, moi aussi je peux être macronien, et en même temps c'est très faible. Pourquoi ? Parce que Macron a fait des émissions entre 30 et 40 millions de vues à l'époque du Covid, et en dehors du Covid, il faisait généralement des émissions qui étaient vues par 20 à 25 millions de personnes. Là, il est tombé à 15,1 millions, c'est le chiffre le plus faible. Ça correspond à un chiffre du 22 juin 2022 qui était un petit peu plus fort, 15,5 millions. Manifestement, il commence à lasser. J'entends des bruits de casserole d'ailleurs, Jean-Yves. Vous entendez vous aussi ? Ah oui, ah oui. On regarde ça tout de suite. Alors Jean-Yves, les casseroles, c'est une vieille tradition française, mais toutefois Emmanuel Macron a réagi très très vite en disant que ce ne seront pas les casseroles qui feront avancer la France en Alsace, là où il a été aussi un peu bousculé lors de sa dernière visite. On va regarder cet extrait également. Ce n'est pas les casseroles qui feront avancer la France. On peut relancer massivement l'industrie de casseroles aussi, qui ne produit pas assez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à nos compatriotes de mieux vivre. Et comme on n'est pas à un concert près, chers téléspectateurs, il y a eu un moment de sidération, même d'inquiétude pour certains, parce que le président Macron s'est mis à pousser la chansonnette. Et c'était donc après un discours bien convenu des chants traditionnels qui ont largement étonné. On va écouter tout de suite ce que ça a donné, parce qu'il y a deux petites vidéos avec deux angles différents, vous allez voir. Au clair des lacs verts j'ai lu, ouvert aux quatre vents, aux montagnes perdues. Et comment vous connaissez cette chanson-là ? Vous voulez qu'on appelle une chanson on la chante avec vous alors. Vous allez bien ? Qu'est-ce qu'on chante vous-même? Le refuge, on reprend le refuge. Allez, le refuge, c'est parti. Allez, faites-moi un couplet du refuge. Allez. Alors les médias ont bien fait leur travail, ils ont creusé l'application de chant qui a permis à Macron de chanter, il s'agit de Canto, et alors là c'est le drame, Libération Canto, l'appli subventionnée qui fait chanter l'extrême droite. Emmanuel Macron a-t-il chanté dans la rue avec une asso proche de l'ultra-droite après son allocution télévisée ? Et Macron se justifie d'avoir chanté dans la rue après son allocution. Il nie avoir été piégé et il l'assume. Et donc c'est un article du Huffington Post qui commence de cette façon, laissez-le chanter. Un peu de réinfo, Jean-Yves, qu'est-ce que c'est Canto et pourquoi est-ce que les médias détestent le chant traditionnel ? Alors, Canto, c'est une application que je recommande de prendre, parce qu'elle est très, très vivante, très intéressante, de chant traditionnel du répertoire français, de manière très large. Il y a des comptines pour enfants, il y a des chansons populaires, il y a des chants régionaux, il y a des chants politiques, il y a des chants anarchistes, il y a des chants communistes.
Prenez garde à la jeune garde qui descend sur le pavé. On peut trouver ça aussi. Il y a aussi des chants militaires, et c'est peut-être ce qui a indigné nos amis de Libération, les petits antifas de Libération, parce qu'effectivement, dans ces chants militaires, il y a un chant qui s'appelle la cavalcade, Oui, par exemple, oui. et qui est un chant qui a été originellement un chant allemand. Enfin, je vous rassure, pas un chant nazi, puisque c'est la version allemande, remonte à 1809. Donc, vous voyez, mais ça fait rien. Ça suffit à émotionner, voire commotionner les gens de Libé. En plus, le premier couplet et tous les suivants sont très loin d'être scandaleux, parce que moi aussi, j'ai ouvert l'application Canto, Jean-Yves, et voici comment est-ce que ça se chante, la cavalcade. Un jour dans la fusillade, galopant à l'inconnu, nous allions en cavalcade. Tu étais mon camarade, celui que j'aimais le plus. Rien d'affolant, rien de stressant, mais les médias en ont quand même fait tout un plat, comme on en a l'habitude. On vend malgré tout à Canto, qui est vraiment une très très belle application. Bien sûr, et chers téléspectateurs, on vous encourage à télécharger cette application, parce que c'est la seule application qui a fait chanter le président de la République. On continue avec notre dossier du jour. Je vous l'avais promis, nous allons parler de Marlène Schiappa et des dossiers Marianne. Et pour mieux comprendre cette affaire, je vous propose de retrouver un extrait du journal télévisé de TV Liberté qui date du lundi 17 avril 2023. La reine de Playboy va-t-elle voir son carrosse se transformer en citrouille ? Marlène Schiappa, actuelle secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, est au cœur du nouveau scandale qui frappe le gouvernement. En question, cette fois, le fonds Marianne contre le séparatisme. Un fonds créé en 2021 après l'assassinat du professeur Samuel Paty par un islamiste en octobre 2020. À la manœuvre dans la création de ce fonds, Marlène Schiappa, alors ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Après 2 ans et demi d'existence, le fonds pose question. Qui a profité des centaines de milliers d'euros ? Comment le magot a-t-il été dépensé ? Une enquête menée par le journal Marianne et la chaîne publique France 2 pointe du doigt l'opacité du processus de reversement des subventions. On vient d'écouter les excellentes explications d'Olivier Frère Jacques, mais derrière ce fonds Marianne, qui on l'a compris a été fondé par Marlène Schiappa, il y a 17 associations en tout, et devinez qui remonte dans ces associations. On a des fact-checkers bien connus. On a par exemple Rudi Reichstadt avec Conspiracy Watch qui a reçu 60 000 € de subventions liées à cette association. Merci pour lui. Merci pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ? Des notices d'information sur des grands thèmes complotistes et des mises à jour de notices déjà existantes. Ça laisse rêveur pour 60 000 €. On a également Tristan Mendes France. On a aussi... Merci pour lui. Et là, encore lui. Thomas Huchon avec Spicy qui, lui, a reçu 70 000 € pour développer la plateforme Spicy Educ et produire donc des nouveaux contenus, amélioration technique de la plateforme et diffusion auprès des enseignants et des associations. Là encore, pour 70 000 €, ça laisse assez rêveur. Merci pour lui. Et on a bien sûr Rudi Reichstadt et Thomas Huchon avec 2P2L et LCP Vidéo Conspiration qui ont reçu 20 000 €, si je ne dis pas de bêtises, exactement. Et eux, ils ont réalisé 10 vidéos pour la série Conspiration, point d'interrogation, autour du complotisme à destination des jeunes qui ont été diffusées par LCP. Donc là, encore une fois, absolument dingue pour 20 000 € de subventions. Et puis, n'oublions pas non plus, par exemple, une association comme l'USEPPM qui a reçu 355 000 €. Donc là, on est sur des montants un peu plus élevés pour créer des comptes faiblement suivis sur les réseaux sociaux et le tout en finançant un salaire pour 2 personnes, donc pendant 2 ans et demi.
c'est quand même pas mal. Donc bien sûr, les médias se sont emparés de l'affaire. On peut commencer par exemple avec BFM TV, le silence de Marlène Schiappa sur le fonds Marianne, mais également Mediapart qui a produit un article assez agacé. Le fonds Marianne a financé les contenus politiques en période électorale, parce que c'est ça aussi la réalité. Donc ça date d'il y a 2 ans et demi. Donc forcément, il y a eu la période électorale entre les deux. Et donc bien entendu, maintenant, la famille de Samuel Paty réclame à son tour des enquêtes. Et puis, il y a un sénateur PS aussi qui a réclamé tous les documents autour du financement de cette association au gouvernement. On attend la suite de cette affaire, mais ce n'est pas fini en tout cas. Alors, ce qui est étrange dans cette affaire, ou ce qui peut paraître étrange, c'est que le scandale a été dénoncé par des médias de gauche, alors que c'est une opération de récupération de gauche. Des médias de gauche, on a Mediapart, on a Marianne, on a des médias politiquement corrects, Le Parisien, France 2. Alors pourquoi s'en sont-ils pris à cette opération de subvention? Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est que les bénéficiaires habituels des subventions antiracistes, je pense à SOS Racisme par exemple, ou au MRAP, ou Touche pas à mon pote, ou la Ligue des droits de l'homme, ne sont pas passés à la caisse, sauf la LICRA qui a récupéré 90 000 € au passage, mais tout de même, c'est des petits nouveaux venus, parfois d'ailleurs... Parfois des très très nouveaux. Très très nouveaux, on dépose l'association le lundi, on demande la subvention le mercredi, enfin à peu près. Et donc les anciens sont pas contents. C'est normal, c'est le Grisby ne va pas chez eux. Et puis la deuxième raison, c'est que ces bénéficiaires ont utilisé l'argent pour critiquer l'extrême droite, ça c'est bien, critiquer Marine Le Pen, critiquer Zemmour, ça c'est bien, mais aussi, alors là c'est très mal, pour critiquer les socialistes, critiquer Hidalgo, critiquer Mélenchon, critiquer la NUPES, et ça c'est pas bien du tout. Et donc, d'où la protestation et la demande d'enquête relayée par la famille de Samuel Paty. Alors, c'est quand même une affaire assez sérieuse parce que c'est du financement public illégal de la campagne électorale de Macron, puisque un certain nombre de vidéos étaient manifestement faites et commandées pour nuire aux adversaires de Macron. Voilà. Et donc, ça peut relever du délit pénal, puisque c'est un financement illégal de campagne électorale. Donc c'est une affaire assez sérieuse, c'est une affaire à suivre. C'est un règlement de compte entre la gauche et l'extrême gauche d'un côté et les macronistes du système de l'autre. Alors pour l'instant, pas beaucoup de réactions du côté des accusés, mais on a quand même Mohamed Sifaoui qui a déclaré « Je ne suis pas Jérôme Cahuzac » en se défendant pour les milliers d'euros perçus. Donc. C'est pas les milliers d'euros, je crois que c'est 300 000 ou 400 000. Hein. 300 ou 400 000, oui, de son côté. Des milliers d'euros, bon. Voilà, des milliers. Bon, c'est Midi Libre qui écrit oui. l'article, donc forcément, il ne faudrait pas dire que c'est trop d'argent non plus. Et Rudi Reichstadt aussi, qui, lui, en a profité carrément pour relancer un peu la promo de son livre Au cœur du complot, puisqu'il a écrit ce tweet fascinant. Amalgame, accusation mensongère, fausse info, insulte, calomnie, menace, l'agitation conspi déclenchée autour du fonds Marianne est comme une mise en abîme de ce que je décris dans Au cœur du complot. Assez fascinant à observer. Évidemment, il manquait presque plus que le lien de commande de son bouquin pour finir cette réclame parfaite. Il faut bien le dire. Eh bien, voilà pour les fonds Marianne. Jean-Yves, je pense qu'on va pouvoir passer désormais aux pastilles de l'info. On débute ces pastilles de l'info avec l'intelligence artificielle et les images qu'elle produit et donc les potentiels fake news. On vous en parle régulièrement. On a un petit article de la RTBF sur comment reconnaître les images de mi-journée qui dresse un horizon quand même assez sombre puisque il déclare que ce qu'une IA a créé, une IA peut éventuellement le détecter, mais c'est de moins en moins fiable. Donc ça peut être
ça va être mis en difficulté d'ici quelques temps. Et le simple fait de paraphraser parfois le texte ou alors de le modifier légèrement sur Photoshop rend les logiciels absolument incapables de détecter si cela a été fait par intelligence artificielle. Donc pour l'instant, à l'œil humain, on détecte certaines incohérences, mais ça va devenir de plus en plus compliqué. Et moi, je vous propose de regarder un petit reportage de l'AFP qui est très bien sur une image, qui cible une image et qui explique comment est-ce qu'on fait les recherches. Pour l'instant, c'est encore faisable, mais ça va devenir de plus en plus complexe. D'abord, j'ai voulu trouver la source de cette image pour avoir davantage d'informations sur son contexte. Pour cela, j'ai effectué une recherche d'image inversée. J'ai entré l'image dans un moteur de recherche, dans ce cas Google Images, qui a cherché d'autres traces de la même photo publiée ailleurs sur Internet. La plus ancienne occurrence de cette photo que j'ai pu retrouver remontait à 10 jours. Cette version de l'image était beaucoup plus large et de meilleure qualité, ce qui m'a permis d'avoir davantage de détails pour l'analyser. En arrière-plan, on pouvait par exemple voir d'autres membres des forces de l'ordre et des arbres devant un immeuble de style haussmannien. Sur cette version de l'image, des indices laissaient douter de son authenticité. Selon les internautes, la scène se déroulait à Paris, mais il n'y avait aucun signe distinctif des forces de l'ordre sur les uniformes des CRS. Des bandes de couleurs figurent normalement sur leur casque et des insignes sur leur uniforme. Cette photo laisse également apparaître des incohérences visuelles. L'un des casques, celui du CRS le plus à gauche, semble cassé. Le CRS de droite a une visière beaucoup trop longue et la manche de son uniforme semble fusionner avec le vêtement du vieil homme. Le grain de l'image rappelle également celui d'une peinture, ce qui peut être un marqueur des images générées par intelligence artificielle. J'ai donc contacté plusieurs experts qui m'ont confirmé reconnaître le style du programme Midjourney. Celui-ci permet aux utilisateurs de générer des images. Il suffit de rentrer une série de mots-clés, puis le programme prélève des éléments à partir de millions de photos d'une base de données pour créer une nouvelle image. En cas de doute, il faut chercher des incohérences visuelles, faire appel au bon sens et tenter de remonter à la source de l'image. Alors, c'est terrible ces images artificielles, parce que vous voyez, quand j'ai vu sur mon compte Twitter le président chanter avec Canto, ça m'a beaucoup amusé, ça m'a beaucoup intéressé, et je n'ai pas relié. Je n'ai pas relié parce que j'ai eu un doute. Donc j'ai cherché à recouper l'information, mais évidemment, recouper l'information, ça prend un certain temps. Et je crois d'ailleurs que le buzz sur Canto est arrivé assez tard, parce que beaucoup de gens ont eu un peu le même réflexe que moi, et c'est le bon réflexe. Et je le dis, je l'ai déjà dit à nos amis qui nous regardent, et qui eux-mêmes participent de la réinformation en renvoyant des informations, ne relayez que ce qui est fiable, ne relayez pas de mauvaises informations, même si elles vous paraissent aller dans le bon sens. Dans votre sens, en effet. Alors, ce à quoi il faut prendre tout à fait garde quand on regarde des images créées par intelligence artificielle, c'est aux incohérences. Donc on vous propose de regarder tout de suite, par exemple, cette image du pape en doudoune blanche, en doudoune stylée, on va dire, l'arrestation de Donald Trump, bien sûr. Pour les images d'Emmanuel Macron, eh bien, le travail est un peu plus simple, parce que quand vous le voyez en manifestation, tout de suite, ce n'est absolument plus crédible. Ce sont des outils qu'il faut utiliser avec circonspection, mais qu'il faut utiliser parce que ça peut servir aussi. Voilà. Mais attention à ne pas se faire piéger. Entraîner l'œil critique. On reste sur de l'intelligence artificielle, puisque ça y est, Elon Musk va lancer son intelligence artificielle. On en parlait la semaine dernière, et donc on a maintenant un petit nom. Cela va s'appeler Truth GPT, c'est-à-dire la vérité, Truth, pour ceux qui ne sont pas anglophones. Il a déclaré donc que cette plateforme d'intelligence artificielle sera lancée pour contrer les offres de Microsoft et de Google. On se rappelle, la semaine dernière, j'avais dit qu'il disait que c'était l'intelligence artificielle qui s'entraîne pour mentir. Et lui, eh bien, il a dit que ce sera la plateforme pour la vérité maximale qui essaye de comprendre la nature de l'univers. Il a également, dans l'entretien qu'il a donné à Tucker Carlson sur Fox News, accusé le cofondateur de Google, Larry Page, de ne pas prendre au sérieux la sécurité autour de l'intelligence artificielle. Là aussi, il va falloir garder l'esprit critique. Et effectivement, s'il y a plusieurs sortes d'intelligence artificielle qui se développent,
elles se mettront en concurrence et elles offriront, du moins on peut l'espérer, des angles différents. De même que 2 journalistes vont donner d'un même événement 2 angles différents. Je pense qu'effectivement les sources de ChatGPT sont bien orientées et donc l'intelligence entre guillemets artificielle recrache ce avec quoi elle a été nourrie. Truth GPT, c'est ça, Truth GPT, pardon. Déjà que je chante faux, mais en plus mon accent anglais laisse à désirer. Truth GPT ne donnera pas la vérité, donnera peut-être un autre point de vue. Nous réclamons, Jean-Yves, la pluralité médiatique et la pluralité chez les intelligences artificielles. Absolument. On continue avec un peu de novlangue, puisque les œuvres d'Agatha Christie, ça y est, intégralement vont être modifiées, et même en France. Alors, vous vous souvenez, il y a quelques années, la réédition des 10 petits nègres, qui est le roman polar phare d'Agatha Christie, avait vu son titre changer. C'était « Ils étaient 10 ». Ils étaient 10. Eh bien là, on va plus loin. De même, les éditions anglaises avaient déjà été corrigées, et maintenant, ce sont les éditions françaises qui vont être corrigées. Soyons objectifs, ce n'est pas la faute des éditeurs français, c'est une décision de la société de production qui est titulaire des droits d'auteur et qui a dû subir elle-même un certain nombre de pressions des milieux Vogue pour le faire. Et donc, on change, là, on est vraiment dans le novlangue puisqu'on change les mots. On change les mots et on va contre la volonté de l'auteur. On ne respecte pas l'auteur. Voilà. Même si on respecte les héritiers commerciaux, on ne respecte pas l'auteur, on est dans la novlangue absolue. C'est ce qu'Orwell avait décrit en 1984, mais nous sommes au-delà de 1984. Parfois, on n'hérite pas toujours du talent, mais des façons de gérer. Un petit rappel également, si vous êtes bien sûr propriétaire des anciennes éditions, pas d'inquiétude, mais en revanche, si vous êtes propriétaire des éditions numériques de ces œuvres, eh bien, la mise à jour va se faire sans que vous ne le voyiez. Et ça, c'est quelque chose à souligner. On a une réaction de Roselyne Bachelot à ce sujet, au sujet des modifications des œuvres comme cela. Je vous propose d'écouter. Un petit garçonnet de 8 ans qui est noir, voilà. Et il trouve dans sa librairie les 10 petits nègres. On peut aussi imaginer qu'en 2023, ça lui pose question. Il y a des choses qui sont beaucoup plus violentes et beaucoup plus choquantes dans les jeux vidéo et qui me feraient bien plus peur pour mes enfants. Mais je discutais avec un sociétaire de la Comédie Française qui me dit « Moi, je crains que dans 10 ans, on puisse plus jouer Molière. » Le turc. Les fourberies de Scapin, il faut retirer les fourberies de Scapin du répertoire. Mais qu'allait-il donc faire dans cette galère, nos éditeurs français, n'est-ce pas Jean-Yves ? Ah oui. Alors il y a un tweet qui est sympathique de Jean-Pierre Denis que vous vouliez nous présenter, Jean-Yves. Jean-Pierre Denis fait la remarque suivante, que censurer une œuvre, c'est finalement offenser son lecteur. Penser qu'il n'est pas capable de prendre ses distances, de, recontextualiser l'œuvre dans son époque. Et c'est assez intéressant que ce soit Jean-Pierre Denis qui dise cela, parce que c'est un homme qui vient quand même des rivages politiquement corrects. Il a été patron de l'hebdomadaire La Vie, du magazine La Vie, qui est un hebdomadaire catholique progressiste, on va dire. Il travaille aux éditions Bayard. Donc voilà un homme qui vient plutôt des rivages politiquement corrects, mais qui est tout de même préoccupé par certaines évolutions. Ça mérite d'être souligné. Vous le savez, sauf si vous habitez dans une grotte, Hugo Clément était invité du débat des valeurs actuelles. Cela a soulevé un véritable tollé sur la toile. Et je vous propose d'écouter quelques propos de journalistes et de lui-même sur un plateau où on en a discuté. Saluer le courage d'Hugo Clément qui est venu à cette soirée devant 4000 personnes. Il est venu avec ses convictions qui n'étaient pas celles de la salle, il est venu les défendre, il l'a fait en plus avec talent, il a mis une partie des gens un peu dans sa poche parce qu'il avait de l'humour, parce qu'il avait des bons arguments. C'est exactement en fait ce qu'on essaie de faire quand on organise des débats avec Valeurs Actuelles, c'est de la contradiction, de la confrontation et puis du fond, quoi. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Pour une raison très simple, je refuse aucune occasion de parler d'écologie, qui que ce soit en face et où que ce soit. L'électorat du Rassemblement national, qu'on le veuille ou pas, qu'on le déplore ou pas, c'est 13 millions de citoyens au second tour de la présidentielle en 2022. Est-ce qu'on se poserait la même question s'il s'agissait de l'extrême gauche ? Alors moi déjà, je me demande pourquoi on a plus de problèmes avec l'extrême droite qu'avec l'extrême gauche.
Vous semblez penser que l'extrême droite... pas pareil. Non. Alors, parce que ça signifierait que, par exemple, si quelqu'un va parler d'écologie à la fête de l'humanité, il cautionnerait les millions de morts du communisme. Non, mais j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de dire. Alors, c'est doublement intéressant. D'abord parce que la gauche, les antifas habituels, ont fait un scandale parce qu'il y a eu un débat. Et Hugo Clément, qui est un journaliste militant, militant vegan et tout, il a participé à ce débat, il a fait l'objet d'une cabale, et il a fait face. C'est plutôt bien. On ne donne pas tous les jours des compliments à des journalistes qui viennent de quotidiens et d'ailleurs. Passons. Et puis alors, ce qui est encore aussi intéressant, c'est cette femme qui est rédactrice en chef de l'Express et qui défend, elle aussi, le débat et fait un parallèle entre le fait d'aller parler à Valeurs Actuelles et de parler à la fête de l'humanité. Bon, peut-être un peu exagéré, Valeurs Actuelles et l'humanité, mais bon, elle fait front à la masse qui ne tolère pas ça, puisque l'extrême gauche c'est le bien, et l'extrême droite, ou la supposée extrême droite, c'est le mal. Alors c'est intéressant de voir cette journaliste, cette essayiste, dire cela. En fait, ça s'explique. Parce qu'à la différence de beaucoup de ses confrères, elle a de la culture, c'est une spécialiste de Maistre, c'est une spécialiste de Burke, elle a traduit Scruton en français, elle a du fond et elle l'utilise au service finalement de la liberté d'expression et de la liberté de débat. Vous vous en souvenez, la semaine dernière, on vous parlait des propos de Maître Gims sur les pyramides. Eh bien, Julien Pain, le fact-checker en chef, s'est emparé du sujet, bien évidemment, sur son émission Vrai ou Fake. Et lui, il déclare carrément qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à tirer de cette polémique. Je vous laisse écouter l'extrait, c'est assez fabuleux. Une démonstration qui veut faire que l'Afrique, finalement, la civilisation africaine, elle a été un peu oubliée, gommée par les Européens. Alors, c'est pas le seul à dire ça, et honnêtement, c'est une réflexion qui est intéressante. Mais bon, si l'argument principal, c'est de dire que les pyramides, c'était des pylônes électriques, c'est peut-être un peu contre-productif. Oui, tu l'as dit, il n'y a pas que les antennes en or sur les pyramides. Gims explique aussi comment les Africains auraient été effacés de l'histoire occidentale. Ça fait aussi partie de ce qu'on a pu entendre. Écoutez, la semaine dernière, on vous avait dit, vous allez voir que cette histoire d'Égyptiens qui avaient l'électricité, ça va servir à promouvoir un certain nombre de mensonges historiques sur l'Égypte qui aurait été, la civilisation égyptienne qui aurait été influencée par les Africains noirs. Et ça y est, c'est arrivé. Dans la semaine qui a suivi, Monsieur Pain, au lieu de corriger les erreurs de Maître Gims, dit finalement elles sont utiles, elles permettent de faire avancer le débat. C'est absolument parfait. Vous remarquerez d'ailleurs que ce Pain était déjà dans les subventions. Son gagne-pain, c'était aussi le fonds Marianne. Le fonds Marianne également. Voilà. Il était cité dedans. Et pour conclure ces pastilles de l'info, vous en avez l'habitude, on termine avec un coup de chapeau. Jean-Yves. Oui, un coup de chapeau à Yvan Rioufol, qui a invité la semaine dernière, je crois, le philosophe Alain de Benoît, qui est interdit, scandaleusement interdit des médias de grand chemin depuis quelques décennies. Il l'a invité en lui donnant un temps de parole assez long, qui était une réflexion tout à fait intéressante sur la situation de transition dans laquelle nous nous trouvons, de mutation, de transition dans laquelle nous nous trouvons. Bravo à Yvan Rioufol pour avoir invité Alain de Benoît. La semaine d'après, il a invité Reynald Séché sur le génocide vendéen. Tout ça est bien. C'est déjà presque la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis, mais on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, Jean-Yves. À la semaine prochaine, chers amis spectateurs, mais ne manquez pas de rester quelques minutes encore pour découvrir le portrait piquant réalisé par Claude Cholet et Logim, avec un personnage tout à fait magnifique des médias actuels, le petit Benjamin Duhamel. Et à l'occasion, ça va être l'occasion de découvrir toute la famille, toute la tribu Duhamel. Donc restez pour jouer au jeu des 7 familles.
Merci Jean-Yves et puis chers téléspectateurs, je vous le redis si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, de nous laisser un commentaire, on tâche d'y répondre et puis n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, c'est bon pour l'algorithme et aussi un petit peu pour notre morale. Alors d'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine, à très vite sur TVL. Vous connaissez le jeu des 7 familles. Nous allons jouer ensemble avec le jeune journaliste Benjamin Duhamel qui officie sur BFM TV. Nous commençons. Je demande le grand-père. Bonne pioche. Le grand-père, c'est Jacques Saint-Cricq, ancien président du quotidien La Nouvelle République du Centre-Ouest. Maintenant, je demande la mère. Bonne pioche. La mère, c'est Nathalie Saint-Cricq, directrice du service politique de France 2 depuis 2012. Maintenant, je demande le père. Encore bonne pioche. Le père, c'est Patrice Duhamel, directeur de Radio France, puis France 2, puis des antennes de France Télévisions. Enfin, je demande l'oncle. Toujours bonne pioche. L'oncle, c'est Alain Duhamel, né au début de l'ère tertiaire et toujours actif sur les ondes comme sur les écrans. Diplômé de Sciences Po en 2017, Benjamin Duhamel avait souligné sa proximité avec Clément Méric, un jeune gauchiste tué dans une bagarre en 2013. Encore étudiant, il déclarait la main sur le cœur, ouvrez les guillemets, ainsi donc on peut mourir, non pour être, comme le dit le cliché journalistique, au mauvais endroit, au mauvais moment, mais précisément parce que le courage de l'engagement nous a commandé d'être ce que l'on est à chaque instant de la vie, à chaque heure du jour. Ainsi donc en France, on meurt de nouveau de politique, on tue en France pour crime de gauchisme. Fermez les guillemets, c'est beau, comme la conclusion d'une dissertation de Sciences Po, et c'est dans Libération, le 9 juin 2013. Benjamin trouve rapidement un bon stage, puis un emploi de pigiste chez RTL. Et RTL où officie son bon oncle, Alain Duhamel. Il ne restera qu'un an à LCI, où se trouve déjà Alain Duhamel, avant de filer chez BFM TV, où il va retrouver un autre chroniqueur qui a changé de paroisse. Je vous le donne en mille, c'est l'oncle Alain, toujours lui. Le monde est vraiment petit. Le 17 janvier 2023, il participe à un déjeuner de presse sur la réforme de retraite, en théorie confidentielle, avec Emmanuel Macron. Il reprend dès le 18 janvier et mot pour mot les éléments du langage présidentiel parlant de victoire de l'irresponsabilité en cas d'échec de la réforme. Laissons le mot de la fin à Daniel Schneiderman d'Arrêt sur Image. Je cite « Je dis Duhamel le jeune pour qu'on distingue Benjamin Duhamel de Duhamel l'ancien, prénommé Alain. Fascinante dynastie à la Grimaldi. » Pierre Bourdieu parlait de reproduction sociale. Benjamin Duhamel en est une illustration grandeur nature. Passons le bonjour à sa famille.